Mesdames et messieurs, tout commence en décembre 2007. Dans les jardins de l'hôtel Marigny, à quelques pas de l'Élysée, une immense tente bédouine surgit, plantée au cœur de Paris. Sous les flashs des caméras du monde entier, Nicolas Sarkozy accueille en grande pompe le colonel Mouammar Kadhafi. Tapis rouge, contrat mirobolant, accolades appuyées, le dictateur libyen est reçu avec les honneurs d'un allié incontournable. Les images frappent les esprits, choquent même une partie de l'opinion publique, mais elles traduisent alors la confiance affichée entre les deux hommes. Pourtant, à peine 4 ans plus tard, en 2011, c'est ce même Sarkozy, devenu le chantre de l'intervention militaire, qui donne son feu vert à l'opération internationale contre le régime de Tripoli. Les avions français frappent, la révolte gronde, et le colonel Kadhafi est traqué, humilié, lynché dans une séquence brutale qui fait le tour du monde. Le contraste est saisissant. L'homme célébré hier est condamné aujourd'hui par celui-là, même qu'il avait embrassé sous les dorures parisiennes. Cette volte-face spectaculaire entre faste diplomatique et trahison sanglante demeure comme un symbole des contradictions de Nicolas Sarkozy. Elle condense tout ce que ses adversaires lui reprocheront plus tard. Une politique guidée par l'opportunité, une fidélité fragile, un instinct de rupture permanent, c'est la scène inaugurale d'un récit où l'ombre du ressentiment, du soupçon et de la rancune ne cessera plus de grandir. Car derrière ce retournement libyen se dessine déjà l'une des vérités les plus tenaces de sa trajectoire. Sarkozy n'oublie rien et surtout, il ne pardonne jamais. Nicolas Sarkozy voit le jour le 28 janvier 1955 à Paris, au sein d'un foyer où se croisent deux héritages lourds de mémoire. Son père, Pál Sarkozy de Nagyboxa, aristocrate hongrois ayant fui son pays après la Seconde Guerre mondiale, incarne l'exil et la perte. Sa mère, André Mallah, issue d'une famille juive séfarade établie en France, transmet une histoire marquée par la persécution et la résilience. Cette double origine confère au jeune Nicolas une identité plurielle, parfois tiraillée, mais aussi une énergie tenace qui ne le quittera jamais. L'enfance de Sarkozy se déroule à Neuilly-sur-Seine, dans une bourgeoisie confortable mais sans excès. Très tôt, il comprend qu'il ne sera pas un élève brillant au sens académique, mais son tempérament volontaire, presque combatif, compense ses lacunes. À l'université Paris-Nanterre, il s'oriente vers le droit. Là déjà, son éloquence, son aisance à l'oral, son goût du débat l'imposent comme une personnalité singulière. Sa formation d'avocat, couronnée par le serment prêté au barreau, ne l'empêche pas de se tourner rapidement vers la politique. Ambitieux, il saisit la moindre opportunité. En 1983, à seulement 28 ans, il décroche la mairie de Neuilly-sur-Seine. Ce succès local, inattendu pour un si jeune candidat, fait de lui un prodige de la droite gaulliste. Son énergie, son sens de la communication, sa proximité avec les habitants séduisent, autant qu'il dérange ses rivaux plus âgés. À partir de là, l'ascension est fulgurante. Sarkozy entre dans les cercles du pouvoir avec une soif insatiable. Ce qui se dessine déjà derrière la trajectoire brillante, c'est la marque d'un homme qui n'accepte pas la lenteur des carrières traditionnelles. Sa devise implicite semble alors être avancer coûte que coûte, sans jamais s'arrêter, quitte à se faire des ennemis précoces. Au fil des années 1990, Nicolas Sarkozy s'impose comme un acteur central de la vie politique française. Après avoir occupé plusieurs postes ministériels au budget, à l'économie, puis surtout à l'intérieur, il façonne l'image qui restera la sienne, celle d'un homme d'action, sécuritaire, omniprésent dans les médias et déterminé à incarner l'autorité. À chaque crise, son visage s'affiche, son verbe se fait tranchant, sa gestuelle énergique occupe les écrans. Sarkozy se distingue par une méthode singulière. Parler vite, frapper fort, occuper l'espace médiatique avant que ses adversaires n'aient le temps de réagir. Cette stratégie lui vaut une réputation d'homme fort, mais aussi celle d'un ministre autoritaire, parfois brutal. Dans l'opinion, il divise. Les uns saluent sa fermeté et son pragmatisme, d'autres dénoncent une manière de gouverner impulsive, presque théâtrale. À l'intérieur, il incarne une obsession pour la sécurité et l'ordre public. Ces déplacements sur le terrain, souvent spectaculaires, donnent lieu à des images devenues emblématiques. Sarkozy au milieu des policiers, Sarkozy haranguant les foules,
Sarkozy promettant de nettoyer les quartiers à coups de Kercher. Ces formules choc, reprises en boucle, renforcent son aura, tout en cristallisant la critique. Dans son propre camp, certains l'admirent pour sa combativité, mais d'autres le jugent impatient, incontrôlable, trop avide de pouvoir. La gauche, quant à elle, trouve en lui une cible parfaite, incarnation de la droite dure et clivante. Pourtant, derrière les attaques, un constat s'impose. Sarkozy est incontournable. Aucun autre ministre de l'époque n'occupe autant l'espace public. Sa notoriété dépasse le cadre institutionnel et son nom devient synonyme de mouvement perpétuel. Cette hyperactivité, qui séduit une partie de l'électorat, marque déjà le contraste avec son style présidentiel futur, un mélange de modernité assumée et de polarisation extrême, une énergie débordante qui finit par épuiser autant qu'elle fascine. En mai 2007, Nicolas Sarkozy atteint enfin le sommet qu'il convoitait depuis toujours, la présidence de la République. Sa victoire face à Ségolène Royal inaugure un quinquennat inédit, à la fois flamboyant et controversé. Dès son arrivée à l'Élysée, il impose un style qui tranche radicalement avec ses prédécesseurs. Luxe ostentatoire, escapades médiatisées, fréquentation affichée des grands patrons et des stars, les journaux le surnommant vite le président bling bling. Ce choix assumé, celui de moderniser l'image de la fonction présidentielle, choque autant qu'il fascine. Les Français découvrent un chef d'État qui porte des montres de luxe, voyage en jet privé et s'affiche au bras d'une chanteuse devenue première dame, Carla Bruni. Pour ses partisans, c'est une rupture bienvenue avec la rigidité gaullienne. Pour ses détracteurs, c'est une déchéance du symbole républicain, un abaissement de la fonction. Sur la scène internationale, Sarkozy se montre tout aussi hyperactif. Lors de la crise financière de 2008, il joue un rôle pivot dans la coordination européenne, multipliant les réunions de crise et les initiatives audacieuses. Il engage la France en Afghanistan, puis en Libye, et prône des réformes économiques à marche forcée. Son énergie donne l'impression d'un président infatigable, toujours en mouvement, toujours au premier rang. Mais cette effervescence permanente s'accompagne de critiques de plus en plus sévères. On lui reproche son autoritarisme, ses colères imprévisibles, son rapport ambigu avec le monde des affaires, sa gouvernance impulsive déroute les observateurs. L'image de rassembleur, qu'il avait promis d'incarner, se fissure sous le poids des divisions. Au fil du quinquennat, Sarkozy devient l'un des présidents les plus clivants de la veuve République. Pour certains, il incarne une modernité énergique et nécessaire. Pour d'autres, il symbolise l'arrogance d'un pouvoir dévoyé par l'ego et les excès. Quoi qu'il en soit, il a bouleversé l'image traditionnelle du chef de l'État français et cette rupture, encore aujourd'hui, continue de marquer les mémoires. Derrière la façade du président omniprésent, Nicolas Sarkozy se construit aussi un catalogue d'ennemis qui jalonneront sa carrière comme des cicatrices indélébiles. Chacune de ces rivalités naît d'un affront, d'une trahison ou d'une humiliation qui ne s'effacera jamais. Le premier nom est celui de Dominique de Villepin. Dans les années 2000, l'affaire Clearstream cristallise leur affrontement. Sarkozy est accusé, à tort, d'être mêlé à un vaste scandale financier. Derrière les manœuvres, il voit la main de Villepin, figure élégante et aristocratique du camp chiracien. Même acquitté, Villepin reste pour lui l'homme qui a tenté de salir son nom. Une blessure intime. Jacques Chirac, quant à lui, représente la trahison originelle. Longtemps son mentor, il devient son ennemi après l'épisode de 1995 où Sarkozy choisit de soutenir Balladur contre le président sortant. Chirac ne lui pardonnera jamais cette infidélité. Entre eux s'installe une décennie de froideur et de mépris que même l'accession de Sarkozy à l'Élysée ne viendra pas apaiser. Marine Le Pen incarne un autre antagonisme. En durcissant son discours sécuritaire, Sarkozy espère capter l'électorat populaire du Front National. Mais la fille de Jean-Marie Le Pen l'accuse publiquement de piller ses idées. De là naît une guerre d'invectives réciproques où chacun nourrit sa propre popularité en s'attaquant à l'autre. Puis vient François Hollande, l'adversaire de 2012, celui qui met fin à son quinquennat. Cette défaite, vécue comme une humiliation, ne cicatrisera jamais. Entre les deux anciens présidents, le mépris réciproque s'exprime sans détour. Sarcasme, pique médiatique, refus d'une poignée de main. Une haine froide, tenace.
Enfin, l'ombre de Kadhafi plane, unique en son genre. L'homme qui fut un allié, reçu avec faste, devient un cadavre dont on accuse Sarkozy d'avoir voulu effacer toute trace gênante. Qu'il s'agisse de soupçons de financement occulte ou d'un règlement de compte, ce nom entra à jamais sa mémoire. 5 figures, 5 blessures. Chacune incarne une raison de ne jamais pardonner, chacune alimente la légende d'un homme incapable d'oublier. Parmi toutes ces rivalités, celle liée à Mouammar Kadhafi est sans doute la plus explosive. L'histoire commence comme une alliance diplomatique et s'achève dans le sang et le soupçon. En décembre 2007, l'accueil fastueux réservé aux dirigeants libyens scandalise déjà l'opinion française, tente bédouine dans les jardins de l'Élysée, signature de contrats faramineux, promesses de coopération. Derrière les sourires, certains parlent d'intérêts troubles, de financement occulte. Quelques années plus tard, en 2011, le vent tourne. Le printemps arabe atteint la Libye et Nicolas Sarkozy devient l'un des premiers à réclamer une intervention militaire. Les Rafales français participent au bombardement, les forces de Kadhafi s'effondrent et le dictateur est lynché par la foule, une caméra fixant pour l'éternité ces derniers instants. La séquence choque le monde, mais pour beaucoup, elle soulève aussi une question dérangeante. Sarkozy avait-il voulu effacer toute trace compromettante ? La justice française enquête. Des témoins affirment que la campagne présidentielle de 2007 aurait reçu jusqu'à 50 millions d'euros venus de Tripoli. Des documents circulent, des intermédiaires témoignent, et Sarkozy, mis en examen, nie farouchement. Il parle de complot, d'acharnement et affirme que jamais il n'a eu besoin de l'argent d'un dictateur. Pourtant, l'ombre reste. Cette affaire cristallise ce que l'on reproche le plus à Sarkozy, un rapport trouble avec l'argent et les coulisses du pouvoir. Elle entache son héritage, l'enferme dans une spirale judiciaire sans fin et ravive sans cesse l'image de cette accolade de 2007 suivie de la trahison de 2011. Kadhafi, même mort, demeure un spectre dans la vie de l'ancien président. Une relation commencée par des sourires, terminée par un cadavre, et qui symbolise à elle seule le mélange de fascination, de pouvoir et de soupçon qui entoure toute la trajectoire de Nicolas Sarkozy. L'année 2012 marque un tournant brutal. Nicolas Sarkozy, après 5 années d'un mandat marqué par l'hyperactivité et les polémiques, affronte François Hollande dans une campagne tendue. Le soir du 6 mai, les résultats tombent, la gauche reprend l'Élysée. Pour Sarkozy, c'est plus qu'une défaite électorale, c'est une humiliation personnelle. Celui qui se rêvait en président réélu, indétrônable, est renvoyé par les urnes et par un adversaire qu'il juge médiocre. Dès lors, la rivalité entre les deux hommes se transforme en haine froide. Sarkozy multiplie les attaques publiques, qualifiant Hollande de calamité ou de président amateur. De son côté, Hollande répond par un mépris distant, l'ironie glaciale pour seule arme. Jamais poignée de main cordiale, jamais mot apaisé, tout n'est que rancune. Chaque livre, chaque interview devient l'occasion de raviver la blessure, mais cette défaite n'ébranle pas seulement son ego. Elle met à nu sa difficulté à accepter le revers, à se reconstruire dans l'ombre. Beaucoup d'anciens présidents ont choisi la discrétion après l'échec. Sarkozy, lui, refuse de disparaître. Il prépare son retour, d'abord en coulisses, puis à la tête de l'UMP, rebaptisée Les Républicains. Son tempérament combatif le pousse à remonter sur la scène politique, quitte à subir de nouveaux échecs. Dans le regard de l'opinion, l'image du chef d'État s'estompe pour laisser place à celle d'un homme blessé, obsédé par la revanche. Sa relation toxique avec Hollande devient alors un miroir de ses propres démons, incapacité à tourner la page, à pardonner, à admettre que parfois, l'histoire se poursuit sans vous. Cette rancune, plus qu'un simple ressentiment politique, devient une marque indélébile de son caractère. Après la défaite de 2012, Nicolas Sarkozy aurait pu se retirer dans un silence digne. Mais au lieu de cela, il replonge dans le tumulte. Et bientôt, ce n'est plus seulement la politique qui l'occupe, c'est la justice. En 2014, éclate l'affaire Big Malion. Derrière ce nom, un système de fausses factures destiné à masquer les dépassements massifs des frais de campagne présidentielle. L'ancien président se défend, nie toute implication personnelle, mais les preuves s'accumulent et la presse se déchaîne. Puis vient l'affaire des écoutes téléphoniques. Sarkozy, soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles
auprès d'un magistrat via une ligne secrète, se retrouve piégé par ses propres conversations enregistrées. Le ton est cru, les mots glaçants. On y entend un homme qui parle de la justice comme d'un instrument à manipuler. En 2021, le verdict tombe. 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, un choc sans précédent dans l'histoire de la veuve République. À partir de là, l'image de l'homme d'État cède la place à celle d'un justiciable. Sarkozy devient le premier ancien président condamné à une peine de prison effective. L'humiliation est double, publique et intime. Lui qui incarnait l'autorité doit répondre de ses actes devant un tribunal, comme n'importe quel citoyen. Et pourtant, fidèle à son tempérament, il refuse d'abdiquer. Devant les caméras, il serre les dents, affirme son innocence, dénonce un acharnement politique. Mais derrière l'orgueil, chacun perçoit une fissure. L'homme qui se voulait invincible apparaît vulnérable, prisonnier de ses propres affaires. À ce stade, ce ne sont plus seulement ses ennemis politiques qui l'assaillent, c'est la justice elle-même, implacable, qui referme ses filets. Condamné, fragilisé, Nicolas Sarkozy n'abandonne pourtant jamais l'attitude du combattant. Même assigné à domicile sous surveillance électronique, il persiste à clamer son innocence. Dans ses interviews, il répète inlassablement qu'il est victime d'un complot, d'un acharnement judiciaire orchestré pour briser son nom. Son regard dur, sa mâchoire serrée, témoignent d'un orgueil intact, d'une volonté de ne pas se soumettre. Autour de lui, le cercle s'est réduit. Certains fidèles continuent de l'accompagner, comme Brice Hortefeux. On les aperçoit déjeuner ensemble, en silence, presque résignés. Mais beaucoup d'alliés d'hier se sont éloignés, craignant que son ombre ne pèse trop lourd. L'ancien président, jadis au centre de toutes les attentions, se retrouve parfois seul, replié dans l'intimité de ses proches. Carla Bruni, sa femme, joue alors le rôle de pilier. Dans une rare confidence, elle admet « Nicolas n'oublie jamais rien, il pardonne difficilement ». Une phrase qui résonne comme un verdict psychologique. Elle révèle la vérité profonde. Sarkozy vit dans la mémoire des affronts, incapable de tourner la page, même quand la justice ou la politique semblent l'avoir déjà condamné. Dans ces années d'après-pouvoir, on le voit parfois plus lent, moins raide, comme s'il mesurait enfin l'ampleur du désastre. Et pourtant, aucun signe d'apaisement. Ni envers Chirac, ni envers Villepin, ni envers Hollande, ni envers Le Pen, ni même envers la justice. Tous demeurent dans sa ligne de mire, figés comme des ennemis éternels. Cet homme, qui a construit sa carrière sur la vitesse, la combativité et l'instinct de domination, se retrouve prisonnier de ses propres rancunes. Une armure qu'il refuse de déposer, même lorsque l'isolement et la fragilité l'entourent. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'occupe plus aucune fonction officielle. Et pourtant, son nom continue d'habiter les colonnes des journaux, les plateaux télévisés et les conversations des initiés. Il n'est plus président, plus chef de parti, mais il reste une figure dont l'influence, quoique discrète, persiste. Sa voix, lorsqu'il s'exprime, résonne encore, preuve qu'il demeure un acteur incontournable, même en marge du pouvoir. Mais que reste-t-il derrière cette stature ? 5 ennemis, 5 blessures, Chirac, Villepin, Hollande, Le Pen, Kadhafi. Aucun d'eux n'a reçu un geste d'apaisement, aucun mot d'excuse, aucune main tendue. Tous représentent une rancune figée, un souvenir que le temps n'a jamais effacé. Sarkozy, en refusant le pardon, s'est enfermé dans une mémoire saturée de conflits. Ce choix, ou cette incapacité, façonne son héritage. Car l'histoire retiendra non seulement ses réformes, ses crises traversées, son style de président bling-bling, mais aussi cette incapacité à lâcher prise. Il a gouverné comme il a vécu, dans l'urgence, dans l'affrontement, dans l'impossibilité d'oublier. Alors, une question se pose. Peut-on réellement diriger un pays, ou même simplement vivre sans jamais pardonner ? La victoire vaut-elle encore quelque chose, si elle laisse derrière elle un champ de ruines relationnelles ? À force de cultiver les rancunes, on se retrouve seul, entouré de silence et de regrets étouffés. Le pardon n'efface pas toujours les fautes, mais il soulage parfois les âmes. Nicolas Sarkozy, lui, a choisi l'autre chemin, celui de la rancune éternelle. Derrière l'ancien président, derrière l'homme public, reste une ombre immense, celle des conflits non résolus. Et peut être plus que ses adversaires, c'est l'histoire elle-même qui ne lui pardonnera pas.